C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'anxiété et le Parkinson. Mon nom est Carla Reyes et je travaille chez Parkinson Québec comme agente à la communauté. Et aujourd'hui, j'aimerais vous remercier de la part de toute l'équipe de Parkinson Québec d'être avec nous pour ce webinaire. Aujourd'hui, le webinaire sera animé par Sophie Lécourt, elle est conseillère aux proches aidants chez Parkinson Montréal-Laval. Sophie possède une formation en psychologie et œuvre aussi comme psychologue pour plusieurs années dans le réseau de la santé auprès de plusieurs clientèles, dont la clientèle gériatrique. Avant de joindre l'équipe de Montréal-Laval, elle était aussi responsable de développer des services pour les proches aidants. Donc, Romain Rigal, il est directeur de programmes et des services chez Parkinson Québec. Il sera également avec nous pour ce webinaire. Et lui, il apportera un éclairage un peu plus clinique là, sur les liens existants entre la maladie et les symptômes de stress et d'anxiété. Donc, avant de leur laisser la parole, j'aimerais vous indiquer que cette présentation abordera des points généraux sur la maladie et l'anxiété. Donc, ce ne sera pas nécessairement des situations individuelles qu'on pourra regarder ensemble, mais nos présentateurs vont faire de leur mieux là, pour répondre à vos questions à la fin de la présentation. Pendant toute la conférence, les micros seront coupés et seront ouverts à la fin pour la période des questions. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne conférence. Donc, j'aimerais commencer avec Romain. On va lui poser quelques questions générales là, avec la relation entre la COVID-19 et la maladie de Parkinson. Donc, Romain, est-ce que les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson sont plus à risque de contracter le coronavirus? Mais bonjour à tous. Merci Carla, c'est une très bonne question. En fait, le virus n'a pas de critères spécifiques concernant ses hôtes. Le risque d'être infecté ne dépend pas de la condition des personnes, mais surtout de la nature et de la fréquence des rapports interpersonnels qu'ils entretiennent. Donc, il est recommandé de limiter vos déplacements à l'essentiel et de voir un nombre limité de personnes. C'est ce qui va permettre de restreindre la propagation du virus à grande échelle. Par contre, on sait que les rapports sociaux, c'est vraiment un élément fondamental de notre santé mentale. Donc, il suggérait de passer plus de temps avec vos proches, mais par contre au téléphone ou via des applications digitales. Super. Donc, on comprend que ce n'est pas nécessairement une population plus à risque. Par contre, est-ce que les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson sont plus à risque de développer des complications sévères si elles sont infectées? Ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie de Parkinson n'atteint pas le système immunitaire. Donc, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ne sont pas théoriquement plus ou moins à risque de développer des complications plus sévères si elles sont infectées par le virus. Tous les jours, on en apprend plus sur la population cible du coronavirus, les manifestations cliniques qu'elle provoque. Par contre, on sait que c'est une infection virale respiratoire. Donc, on se pense que, comme toutes ces infections, il y a certaines populations qui sont particulièrement à risque. Parmi elles, on retrouve les asthmatiques, ceux qui ont des maladies cardiaques, ceux qui naturellement ont d'autres maladies respiratoires, mais en général, toutes celles qui ont un système immunitaire moins fort. Et là, on retrouve les personnes âgées. Et c'est dans cette catégorie de personnes qu'on retrouve la grande majorité des personnes qui vivent avec le Parkinson. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie de Parkinson n'est pas un facteur de risque, cependant, l'âge en est un. Donc, une autre chose qui est très importante, c'est que la maladie de Parkinson s'exprime de manière tellement individuelle que l'impact du virus a de bonnes chances également d'avoir des visages différents sur deux personnes différentes. Pour résumer, donc en raison de leur âge et des symptômes qui sont souvent associés à la maladie de Parkinson, il est préférable de considérer que les personnes atteintes sont plus à risque et d'essayer de les protéger davantage. Donc, c'est ce contexte de pandémie qui peut apporter une exacerbation des symptômes, mais pas nécessairement l'infection comme telle. Donc, il semble, comme tu dis, que la communauté Parkinson soit particulièrement touchée par la situation, malgré que le risque de complications pour les personnes atteintes soit pas plus ou moins que pour quelqu'un qui a le même âge. Donc, comment ça se fait que les gens sont particulièrement touchés?
Oui, effectivement, en fait, cette situation de pandémie est tout à fait exceptionnelle. Beaucoup de gens s'interrogent sur son impact mondial, sur sa durée. Puis les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson et leurs proches font pas exception. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anxiété et le stress sont des symptômes intrinsèques à la maladie de Parkinson. Plus du tiers des personnes qui vivent avec cette maladie souffrent d'anxiété, soit 3 fois plus que dans la population générale. Chez ces patients, c'est d'ailleurs un symptôme largement sous-diagnostiqué et les manifestations cliniques de l'anxiété chez les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson peuvent être jusqu'à 10 fois plus intenses que chez les autres personnes. Donc, ce qui est important là, c'est de bien comprendre que la fréquence et l'intensité de l'anxiété peuvent être plus fortes, les deux, chez les gens qui vivent avec la maladie de Parkinson que chez les gens qui n'ont pas la maladie. Donc, on est dans un contexte stressant. Tout le monde est stressé. Il est normal d'être stressé, c'est une réaction naturelle. Cependant, les manifestations peuvent être plus importantes chez ceux qui ont la maladie. Souvent, d'ailleurs, ce profil anxieux, c'est un profil qui apparaît avant le diagnostic de la maladie et qui se retrouve le plus fréquemment lorsqu'on s'approche des prochaines prises de médicaments. Ce que ça veut dire, c'est que le médicament, souvent la lévodopa, apporte son effet non seulement sur les symptômes moteurs, mais agit également sur l'anxiété. Et quand la dose du médicament s'épuise, l'anxiété réapparaît avant même que les symptômes moteurs réapparaissent. Un point qui me paraît vraiment intéressant, Carla, et puis ensuite on pourra parler avec Sophie, parce que c'est vraiment son domaine, c'est on entend souvent parler de stress et d'anxiété et ces deux mots sont utilisés de manière vraiment interchangeable. Donc peut-être que ça va être bon qu'on essaye de différencier les deux parce que pour ces deux termes, il y a des stratégies différentes pour ces deux situations. Il y a des stratégies différentes à mettre en place. Et justement, Sophie, tu pourras nous aider à mieux les différencier et à nous expliquer quelles sont les stratégies à mettre en place. Donc le stress, il faut d'abord se rappeler que c'est une réaction biologique normale qui est essentielle en fait. Quand on est dans un environnement nouveau qui contient de l'incertain, c'est une réaction de survie. C'est notre organisme, notre corps, notre esprit. Ça nous permet de nous adapter à cet événement qui est inhabituel. On peut penser par exemple à des événements qui sont bénins, mais quand même qui sont des modifications dans notre vie, comme un déménagement, un conflit de travail, une chirurgie ou un mariage. De stress. Donc ces événements, on pense par exemple à un mariage, à une chirurgie, à une maladie, un conflit de travail. Donc tout ça sont des événements de stress, des facteurs de stress qu'on rencontre dans la vie quotidienne. Il faut aussi comprendre que le stress, il apparaît et il disparaît en fonction qu'on soit justement soumis à ces événements et que l'être humain va donc alterner entre des périodes de stress pour faire face aux événements, mais aussi des périodes de repos très importantes qui vont permettre, dans le fond, de refaire nos forces, de récupérer. C'est seulement quand le stress est prolongé, sans aucune possibilité de récupération, là, qui peut devenir néfaste pour la santé. C'est un peu la même chose du côté de l'anxiété, c'est-à-dire que tout comme la réaction de stress, elle doit être considérée comme une réaction normale. Il ne faut pas en avoir peur non plus. Donc, l'anxiété ou être anxieux, ça ne veut pas nécessairement dire souffrir de troubles anxieux ou d'une psychopathologie quelconque. L'anxiété, c'est ce qu'on va ressentir lorsqu'on anticipe un événement qui pourrait être malheureux, lorsqu'on se met à réfléchir
qu'on croit en fait qu'un événement potentiellement dangereux pourrait survenir. Alors, l'anxiété, dans le fond, peut-être à la différence du stress, c'est qu'elle fait référence à quelque chose, un événement qui est, si on veut, plus inconnu ou une menace plus vague. Hein? Et elle nous sert à prendre toutes les précautions utiles pour faire face aux risques. Et la plupart du temps, elle passe comme elle est venue, elle ne dure pas longtemps. Donc, ce qui permet, dans le fond, de voir que ce sont deux réactions utiles, mais il faut qu'elles, dans le fond, qu'elles n'envahissent pas nos vies, hein, puis qu'on puisse avoir des périodes de repos, comme je disais tout à l'heure. Ok. Donc, si je comprends bien, Sophie, le stress et l'anxiété, c'est des réactions normales. Il n'y a pas que les gens qui ont le Parkinson qui vivent ça, tout le monde vit ça. C'est une réaction en fait d'adaptation Oui. normale à l'environnement. Et si l'environnement change, le stress et l'anxiété sont des réactions normales pour qu'on puisse s'adapter à cet environnement. Et en fait, la toxicité, si tu me permets de dire comme ça, du stress et de l'anxiété, c'est vraiment lié à si le phénomène se prolonge. C'est bien ça. Oui, je pense que ça résume très bien, Romain. Oui. Ok, merci. Puis, c'est quoi les manifestations du stress et de l'anxiété dans ce cadre de contexte actuel de pandémie? Ben, c'est ça, tout à l'heure, je vous ai partagé mon écran. On en a vu plusieurs. On peut peut-être y revenir. Attendez, on revient. Donc, ça, ce sont les manifestations qu'on retrouve peut-être le plus fréquemment en lien avec la maladie infectieuse, mais comme je disais, les manifestations de stress et d'anxiété, ça peut être sur le plan du comportement, sur le plan plus émotif, psychologique et sur le plan physique. Donc, il faut voir qu'il y a vraiment plusieurs types de manifestations possibles. Je pourrais même vous présenter une autre diapositive. Non, je pense qu'on va attendre un petit peu pour voir peut-être ça plus en détail. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, Romain, c'est par rapport aux gens qui souffrent de la maladie de Parkinson, est-ce que le stress a des effets vraiment spécifiques dans cette population? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, effectivement, chez les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson, le stress peut engendrer une augmentation des symptômes de la maladie. Donc, ce stress conduit donc directement à une perte de la qualité de vie, tant chez la personne atteinte que chez son proche, qui doit souvent lui apporter plus de soutien pendant ces périodes. Ce qu'il faut comprendre, et puis tu nous en parleras, je pense, tout à l'heure un peu plus, c'est qu'il n'existe pas de profil unique de stress, ni il n'existe pas de profil unique de patient, mais en généralement, le stress et l'anxiété entraînent 5 types de modifications. La première, c'est une augmentation, je vous le disais tout à l'heure, des symptômes moteurs et non moteurs. Deuxième, c'est vraiment une augmentation de la perception négative de la maladie. Je vis avec la maladie de Parkinson. Excusez-moi, de temps en temps, je donne accès aux gens. Je vis avec la maladie de Parkinson. Ah, je ne vais plus être capable de gérer ma maladie. Donc, c'est vraiment ce sentiment de manque d'habileté à gérer la maladie ou manque de confiance en soi à gérer les challenges quotidiens. Donc, vraiment, il y a une autodiminution de notre confiance en nous. Troisième point, on observe aussi des dysfonctionnements au niveau comportemental, donc avec des phénomènes d'évitement ou de retrait, des dysfonctionnements cognitifs. Donc là, c'est plus des peurs, des pensées négatives, des soucis, mais ça rejoint beaucoup aussi le domaine de la sous-estimation de ses capacités à faire face et du sens de contrôle. Vous avez en vous aujourd'hui toutes les capacités pour passer par-dessus la situation, mais malheureusement, le stress, des fois, ça ne nous amène pas toute l'adrénaline possible pour passer à l'action. Au contraire, ça nous met dans un état de sous-estimation de nos capacités. Et finalement, bien sûr, un dysfonctionnement émotionnel, donc de panique ou d'irritabilité. Donc ça, c'est vraiment pour les grands symptômes, les grandes caractéristiques que le stress ou l'anxiété peuvent amener. Finalement, ou d'autre part plutôt,
le stress et l'anxiété peuvent agir également sur le développement de la maladie. Donc, ça n'agit pas que sur les symptômes ou la perception des symptômes ou la création d'autres symptômes. Ça agit également sur les processus biologiques qui développent la maladie. Le stress, en fait, contribue à un processus biologique qui s'appelle le stress oxydatif. Et le stress oxydatif, c'est une des sources présumées de la mort des neurones dopaminergiques. Donc, plus les personnes sont stressées, ça nous inclut tout le monde. Ce n'est pas seulement les gens qui ont la maladie de Parkinson. C'est plus les gens sont stressés, plus ils se mettent dans une situation où ils augmentent cette espèce de foyer qui brûle toutes leurs cellules, y compris les neurones dopaminergiques. Donc, la maladie de Parkinson va augmenter plus rapidement si les gens se mettent dans des situations de stress ou dans des situations d'angoisse. C'est pour ça que c'est si important de savoir le reconnaître de manière appropriée, mais aussi de savoir la gérer. Puis ça, tu nous en parleras dans peu de temps. Oui. Donc, est-ce que toi, tu penses, Sophie, que les gens qui ont la maladie de Parkinson, ils présentent déjà de l'anxiété, je viens de le dire, mais est-ce qu'ils sont susceptibles de réagir plus fortement à la pandémie? C'est une bonne question. En fait, effectivement, on n'est pas tous égaux face au stress. Hein. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Et on pense justement que ceux qui présentent déjà de l'anxiété sont plus vulnérables. Les personnes qui ont aussi plus tendance à s'inquiéter par rapport à leur santé seraient aussi plus vulnérables au stress. Il faut ajouter qu'il y a des gens qui sont fragiles parce que sur le plan de la réorganisation, ils ont plus de difficultés ou des gens qui sont isolés. Donc, effectivement, on n'est pas tous égaux face au stress. Je vais vous partager à nouveau mon écran. On va regarder quelles sont les catégories, si on veut, de personnes identifiées comme étant celles qui seraient le plus susceptibles, dans le fond, de réagir fortement lors d'une crise. Donc, encore une fois, là, la Société canadienne de psychologie nous permet d'y voir un peu plus clair. Donc, en haut de la liste, on retrouve les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Donc, évidemment, toutes celles qui sont plus vulnérables à la maladie en tant que telle. On pense aussi aux enfants, aux adolescents, aux personnes qui participent à la lutte contre le COVID, hein, tout le personnel médical qui se trouvent à être vraiment sous pression. Les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou qui souffrent de toxicomanie. Les personnes, comme on le disait, qui ont plus tendance à s'inquiéter ou en particulier de leur santé ou qui ont vécu des événements difficiles. Et les personnes qui vivent seules ou qui ont peu de soutien social. Donc, dans le fond, autrement dit, Romain, c'est vrai qu'on pourrait penser que les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson, mais selon aussi leur situation particulière, peut-être en raison de leur âge avancé ou de la présence plus forte d'anxiété, pourraient effectivement réagir plus fortement à un stress comme le COVID. D'accord, je comprends. Mais j'imagine qu'il y a tout de même une variabilité individuelle. Ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui réagit de la même façon. Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a effectivement une grande variabilité individuelle dans la réaction de stress. Et donc, même si on fait partie d'une catégorie de personnes plus susceptibles de réagir fortement, ça ne veut pas dire que soit personnellement, on va nécessairement réagir plus fortement. Puis, j'aimerais souligner aussi à nouveau que dans la situation actuelle, vraiment exceptionnelle, tous, on est amenés à vivre à un moment ou à un autre un stress plus élevé. Donc, il faut tous un peu accepter de vivre cette petite anxiété supplémentaire, là, je dirais, dans la situation actuelle. Donc, en fait, ce qui va être important, c'est de s'observer, de ne pas s'inquiéter, je dirais, outre mesure de certains signes ou manifestations de stress et d'anxiété qu'on pourrait présenter,
mais d'avoir un regard sur son fonctionnement global, hein, son fonctionnement global dans la vie de tous les jours. Donc, est-ce qu'on est encore capable de réaliser nos activités quotidiennes? La réponse doit demeurer oui en tout temps. Hein. Peut-être aussi que plusieurs ont déjà intuitivement, dans le fond, utilisé certains moyens qui leur permettent de réduire le stress. Donc, un peu comme tu le disais tout à l'heure, il y a vraiment plusieurs façons, des moyens efficaces qui nous permettent de gérer le stress, de gérer les manifestations au fur et à mesure qu'elles se présentent. D'accord. Donc, juste pour récapituler, là, pour mettre tout le monde à l'aise, il n'y a pas les personnes qui ont la maladie de Parkinson ne sont pas plus à risque de contracter le virus. Les personnes qui ont la maladie de Parkinson n'ont pas plus de risque que les autres d'avoir des complications sévères. Elles sont quand même plus à risque de faire de l'anxiété, donc il faut quand même qu'elles se surveillent. Mais quand même, la situation est suffisamment inquiétante en fait pour donner du stress à l'ensemble de la population. Mais ce que tu nous dis, c'est qu'il ne faut quand même pas s'affoler non plus. Non, effectivement. Puis je pense qu'il y a, c'est ça, comme on disait, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place justement pour faire face à cette anxiété qui est peut-être un peu plus élevée, ce stress qui est plus élevé. Est-ce qu'on serait rendu à présenter ces stratégies, Romain? Ben, je pense que si le monde est vraiment en attente des stratégies, ils peuvent faire des petits pouces. OK. Donc, Alors, il semble que oui. OK. Donc, on va en présenter 5. Je vais encore une fois partager avec vous mon écran. Donc, hop, désolée. Ça sent pas. Ah, OK, voilà. Donc, je dirais la première là, qui est très efficace et relativement simple, c'est d'établir une routine et de se tenir occupé. Donc, on sait très bien que les routines sont une grande source de sécurité pour tous. Et on sait aussi que de se tenir occupé, c'est vraiment une bonne façon de garder le moral, hein, de se maintenir la tête au-dessus de l'eau, comme on dit. Donc, ça va devenir très important de donner une structure à nos journées. C'est certain que le contexte de pandémie, dans le fond, est venu vraiment bousculer les routines de tous. Alors, il faut se donner une nouvelle structure, idéalement alterner différents types d'activités dans la journée, donc des activités physiques, intellectuelles et de divertissement, selon un horaire qui va laisser de la place pour évidemment, bon, les tâches ménagères, les loisirs, des heures de sommeil régulières, des repas pris à des heures régulières. Et puis, comme je disais, il faut se tenir occupé. Donc, c'est le temps de se trouver des petits projets. Bon, il y en a qui ont peut-être mis certaines choses de côté depuis longtemps. Peut-être que c'est le temps de réaliser ces choses qui ont été mises de côté, comme le ménage des photos ou autres, et se garder du temps aussi pour des activités qui sont de loisirs, qui nous font du bien, la mettre dans son horaire. Ensuite, je pense qu'il va être très important aussi de rester bien informé pour diminuer l'anxiété. Mais je pense, Romain, que tu voulais nous faire des recommandations spécifiques par rapport à ça. Ouais, ce qui est vraiment très important, c'est de rester informé auprès de sources fiables. Donc, on a des médias fiables. Par contre, l'Internet regorge de sources un peu moins fiables et d'informations qui sont très anxiogènes. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est de vous limiter à une seule source d'information, d'éviter de regarder les nouvelles en boucle, parce que le fait d'entendre parler continuellement de la pandémie, ça peut devenir pénible, puis ça peut accroître le niveau d'anxiété. Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que les médias rapportent toujours plus de situations anormales que normales. Donc, on entend beaucoup parler du petit nombre de gens qui sont très, très malades, mais en fait, on n'entend jamais parler du nombre de gens qui, eux, vont très bien, même s'ils ont eu la maladie. Donc, on a une attention naturelle à
Tous ces événements catastrophiques, c'est ce qui nous permet de les gérer, mais il faut aussi qu'on prête attention à tout ce qui se passe de très, très bien autour de nous. Un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est de limiter votre source d'information ou votre écoute de l'information à une fois par jour et possiblement pas le soir pour éviter les risques d'insomnie. Mais donc ça, c'est vraiment pour l'information. Selon toi, Sophie, c'est quoi la clé de la bonne gestion de cette crise pour maintenir une bonne santé mentale et puis gérer son stress? Oui. Certainement, je dirais que la clé, ça va être de prendre soin de soi, de prendre soin de ses proches. Donc, ici, d'emblée, je veux souligner l'importance d'une approche très globale, donc une approche là, qui va permettre de tenir compte des aspects physiques autant que psychologiques et émotionnels. Et cette approche de prendre soin de nous-mêmes, ce qui va nous permettre de refaire nos forces. Hein. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. L'être humain doit alterner en des périodes de stress qui lui permettent de s'adapter et de faire face à des nouvelles réalités, mais il doit aussi avoir ces fameuses périodes de repos dans lesquelles il peut refaire ses forces. Alors, on peut voir qu'une des premières choses à faire, ça va être de demeurer attentif à ses émotions, ses préoccupations et de trouver des moyens de les exprimer. Alors, bien sûr, s'il y a quelqu'un, un proche en qui vous avez confiance, avec qui vous avez une bonne relation, avec qui vous pouvez en parler, c'est idéal. Il y a aussi d'autres façons d'exprimer ses émotions à travers différentes formes créatives que sont l'écriture ou les arts. Il faut aussi s'accorder des moments de plaisir, des moments de divertissement. Donc, c'est peut-être pas le temps de regarder les films les plus, comment dire, stressants, anxiogènes, de suspense, mais plutôt d'aller vers, je sais pas moi, des séries humoristiques, des choses qui nous divertissent vraiment, qui nous permettent là, de prendre une petite pause, c'est ça, de stress. Il faut faire de l'exercice quotidiennement. On n'insistera jamais assez sur l'importance de l'exercice physique pour venir diminuer le stress et l'anxiété. Et évidemment, il y a aussi toutes sortes d'autres bienfaits sur l'état de santé général. L'importance de faire donc de l'exercice quotidiennement. Si vous êtes assez en forme et que vous pouvez sortir, l'idéal, c'est d'aller dehors marcher. Mais si vous êtes confiné à la maison, peut-être un peu moins mobile, il est encore possible de faire toutes sortes d'exercices. Il y a vraiment plusieurs programmes, enfin sur YouTube ou autres, qu'on peut trouver maintenant pour faire des petites routines, des fois sur chaise ou autre, à la maison. Ensuite, Romain, bien évidemment, il faut veiller sur son alimentation, sur son sommeil, s'assurer de manger de façon, selon un horaire régulier et avec une bonne alimentation. Évidemment aussi, éviter les excès d'alcool ou d'autres substances. Un petit verre de vin, oui, ça aide à la détente, mais si on en consomme avec excès, ça va augmenter notre anxiété, ça peut jouer sur notre morale, sur les émotions. Alors, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Et finalement, il faut se livrer à des activités de détente, idéalement quotidiennement. Donc, ça peut être aussi simple que de prendre quelques minutes pour respirer profondément, s'étirer. Mais peut-être que ça peut aller un peu plus loin. Peut-être que c'est le temps, justement, pendant ce confinement, de s'initier à d'autres pratiques, d'autres méthodes, comme la méditation, la pratique du yoga ou des formes de relaxation. Il y aura des liens que vous pourrez trouver sur le site de Parkinson Québec si vous voulez vous initier à ces méthodes qui ont vraiment été éprouvées là, pour baisser le niveau d'anxiété et de stress et qui sont aussi également tout à fait adaptées à la condition de la maladie de Parkinson, qui sont tout à fait adaptées à des problèmes de mobilité, entre autres. Et finalement, eh bien, si vous avez pris soin de vous, bien, vous aurez l'énergie aussi pour prendre soin de vos proches.
Voici certaines choses que vous pouvez faire. Donc, leur donner la possibilité de parler de leurs préoccupations, de parler de leurs émotions, les assurer que vous êtes là, qu'ils peuvent compter sur vous. Limiter aussi l'exposition, comme on le disait, à la couverture médiatique et les aider à maintenir une routine. Donc, je pense que, comme je vous dis, avec une approche globale où les gens prennent soin d'eux-mêmes et de leurs proches, il y a beaucoup plus de chances qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour faire face donc, à un stress et une anxiété plus élevés. La chose que j'aimerais vraiment ajouter aussi, qui est extrêmement importante, c'est de maintenir des liens avec des personnes à l'extérieur. Donc, dans le fond, de rester en contact avec d'autres personnes. Et ce, d'autant plus pour les personnes qui sont seules là, dans ce confinement. C'est pas parce qu'on doit suivre des règles de distanciation sociale, évidemment, qu'il faut couper les contacts avec nos proches. Donc, on a vu des gens très créatifs de ce côté-là et il faut trouver des façons par téléphone, vidéo ou autre pour rester en contact avec d'autres personnes. On peut se tourner vers les réseaux sociaux et on peut aussi s'adresser à des services d'aide en ligne. Donc, de ne pas hésiter de ce côté-là. Maintenant, oui, je pense que ça fait le tour, je dirais, là, des stratégies vraiment clés. Là, tu me demandais, Romain, là, prendre soin de soi puis rester en contact avec d'autres personnes. Ok, donc je comprends bien, c'est on doit maintenir un bon niveau de rapport humain et quotidiennement. Est-ce que toi, tu dirais, est-ce qu'on pourrait donner ça comme consigne? Attelez-vous en fait à avoir au moins une personne au téléphone par jour. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut effectivement ne pas rester seul. Hein. L'isolement, c'est un grand facteur de stress et d'anxiété. D'accord, merci. Enfin, Romain, comme on ne sait pas encore où cette crise va nous mener, qu'on ne connaît pas encore sa durée, sa gravité, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas se laisser emporter, je dirais, par les pires scénarios? Là? Comment est-ce qu'on peut arriver à prendre un peu de recul? Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses de ça? Oui, bien en fait, le stress et l'anxiété nous portent souvent à surestimer la gravité potentielle d'une situation. Puis c'est la raison d'être du stress et de l'anxiété. C'est comment je suis capable de, voici un tigre à dents de sabre, comment je sors aujourd'hui de ma caverne le plus rapidement possible. C'est ça le stress. Donc, c'est vraiment hyper important. Ça nous porte à surestimer cette gravité potentielle de situation. Souvent, ça nous porte également à ne voir que les aspects négatifs et malheureusement, ça nous entraîne à sous-estimer nos capacités personnelles pour faire face à la situation. Donc tout ça, ça nous amène à envisager les pires scénarios. Donc tout ça, c'est des phénomènes qui sont naturels. Il faut savoir simplement pouvoir les enrayer. Donc pour pouvoir les enrayer, c'est en fait revenir dans le domaine du rationnel. On est très dans le domaine de l'émotionnel avec le stress et l'anxiété qui nous font vraiment partir dans des scénarios fous. Le rationnel, c'est se rappeler qu'en fait, on a un système de santé qui est quand même d'excellente qualité. On a un gouvernement qui a quand même pris la crise vraiment au sérieux par rapport à d'autres gouvernements. Il faut aussi se dire que, au lieu d'envisager le pire, on peut se dire, OK, on vit un moment difficile, mais cette pandémie va prendre fin. Puis toutes les crises ont pris une fin. Ce que je vais vous demander à tous, en fait, c'est de ne pas sous-estimer vos capacités d'adaptation. Vous avez déjà eu recours à ces capacités tous les jours. Non seulement dans le cadre de la maladie de Parkinson, tous les jours vous essayez de vous adapter à cette maladie, mais vous avez tous eu l'âge de passer à travers de nombreux, euh, de nombreux euh,
Hmm. Est-ce que vous m'entendez? Ah, là, je t'entends, moi, Romain. Hmm. OK. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, merci beaucoup. Je vais me mettre comme ça. Je vais vous demander de ne pas sous-estimer vos capacités d'adaptation. Vous vous êtes adapté à soit à la maladie, soit à vivre avec quelqu'un qui a la maladie. Ce sont déjà d'énormes ressources que vous avez en vous. Vous avez tous d'ailleurs l'âge d'être passé à travers d'énormes expériences. Vous avez trouvé un conjoint. C'est une expérience qui est un gros changement dans votre vie. Puis vous avez réussi à passer à travers. Donc réfléchissez en fait, mettez tout ça en perspective. C'est quoi mes capacités d'adaptation? Comment j'ai été capable en général de m'adapter? C'est quoi les forces personnelles sur lesquelles j'ai pu compter jusqu'à présent? Puis misez sur ces forces que vous avez utilisées par le passé pour traverser l'époque présente. Le dernier point qui est vraiment important, c'est n'oubliez pas de demander de l'aide aux membres de votre famille, à vos familles, à vos collègues ou même à des professionnels. Puis vraiment là, en fait, peut-être en dernier point, vous m'entendez toujours? Oui. Ah, ok. En dernier point, c'est vraiment ça que j'aimerais te poser comme question, Sophie. Qu'est-ce qu'on fait si ça fonctionne pas, toutes ces stratégies? Oui, ben, c'est ça, comme on l'a souligné. Donc, la plupart d'entre nous, on va manifester à un moment ou l'autre là, des signes d'anxiété ou de stress, mais c'est vrai qu'il va devenir nécessaire de consulter s'il y a plusieurs signes qui non seulement persistent, mais s'aggravent. Donc, euh, par exemple, ici, euh, si je vous montre la prochaine diapo, donc, on parle, c'est ça, de signes qui persistent au-delà de quelques semaines, de signes qui vont s'aggraver au point où vous ne pouvez plus effectuer vos activités domestiques ou les activités professionnelles autorisées. Donc là, à ce moment-là, on est à un moment où on devrait consulter, ou alors si les signes sont accompagnés vraiment de sentiments de détresse intense, de sentiments d'impuissance, voire de pensées suicidaires. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment urgent de consulter. Je vous montre là, très rapidement les signes qui sont à surveiller. Et ça, c'est une liste là, qui a été publiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et que vous pourrez, dont la référence là, sera mise sur le site de Parkinson Québec. C'est important de pouvoir donc identifier ces signes-là et, comme je le disais, de ne pas s'inquiéter outre mesure si on en présente, mais seulement de surveiller son niveau de fonctionnement global. Et si les signes persistent, s'aggravent et viennent atteindre notre fonctionnement global, il faut vraiment, à ce moment-là, consulter Romain. D'accord. Donc, pour conclure, j'aimerais vous, j'aimerais vous rappeler que les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson n'ont pas plus de risques que les autres finalement de contracter la maladie, mais également de développer des complications qui sont liées au COVID-19. Par contre, l'anxiété et le stress issus de cette pandémie sont propices à l'augmentation de leurs symptômes et à la progression de la maladie. Donc. Oui, tout à fait. Puis, comme on le disait, c'est vraiment une situation qui va augmenter le stress chez tous. Donc, il faut accepter cette petite anxiété supplémentaire, mais il faut tous aussi être très proactifs pour mettre en place des moyens, des stratégies qui vont nous permettre de gérer ces symptômes-là au fur et à mesure qu'ils se présentent. D'accord.
Est-ce que tu pourrais nous faire un petit récapitulatif sur les 5 stratégies à mettre en place? Oui, donc les stratégies qu'on vous a proposées aujourd'hui sont toutes reconnues pour permettre de gérer, de réduire le stress et l'anxiété, tout en favorisant, comme je le disais, un sentiment de sécurité, un bon niveau d'énergie, puis un état de santé général, un bon état de santé général. Donc, la première, c'était d'établir une routine et de se garder occupé le plus possible. Ensuite, rester informé et suivre les consignes de santé publique, prendre soin de soi et de ses proches, on veut refaire ses forces, hein? Garder contact avec d'autres personnes quotidiennement et, comme l'a expliqué Romain, ne pas sous-estimer nos propres capacités à surmonter les épreuves. Alors, Romain, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Sophie. Mais j'aimerais vous remercier à tous de nous avoir suivis pour ce webinaire. Rappelez-vous que l'établissement d'une routine, c'est vraiment un des facteurs clés pour gérer le stress et l'anxiété. Donc, Parkinson Québec est en train de développer toute une gamme de services en ligne, comme des activités physiques, des exercices de voix, des sessions de musicothérapie, d'art-thérapie et bien d'autres pour vous accompagner tous les jours pendant cette crise. Donc, je vous invite donc à visiter la section spéciale de notre site internet parkinsonquebec.ca. Cette section va être mise à jour tous les jours avec les nouvelles activités qui vont apparaître. Donc, pour la suite, il nous reste 10-15 minutes. Peut-être on pourrait prendre quelques questions. Rappelez-vous que les questions aujourd'hui auxquelles on peut répondre sont des questions quand même d'ordre assez général, mais peut-être quelqu'un voudrait se lancer? Si vous le souhaitez, il faut activer votre micro et ensuite vous pouvez poser votre question. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais savoir si toute cette période de confinement-là, due à la pandémie, va affecter, par exemple, le suivi parce que pour moi, ça, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, là, le suivi qu'on doit avoir là, sur le plan médical, sur le plan avec notre neurologue ou les autres thérapeutes. Le plus difficile, en fait, les rendez-vous avec votre neurologue ne devraient pas être affectés. Okay. Donc, les cliniques de troubles du mouvement ou les autres médecins continuent leur service. Ce qui est important, c'est quand vous allez chez eux, de vous protéger parce que vous allez probablement aller dans des lieux où il y a beaucoup de malades. Ce sont des hôpitaux avant tout. Donc ça, c'est vraiment pour les neurologues. En ce qui concerne les physiothérapeutes, ergothérapeutes et autres professions comme ça risque effectivement d'être plus difficile. C'est pour ça que Parkinson Québec développe une offre en ligne justement avec des physiothérapeutes ou des orthophonistes pour faire des exercices de voix ou d'autres activités pour justement que vous ayez toujours accès à ces ressources professionnelles. OK, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, j'aimerais savoir, est-ce que l'approvisionnement en médicaments pour traiter le Parkinson, ça pourrait devenir problématique à un certain moment donné? En fait, on a vu effectivement sur Internet beaucoup de rumeurs comme quoi il pourrait possiblement y avoir comment ça s'appelle? Des ruptures De stock. De stock. Merci beaucoup. Malheureusement, c'est souvent qu'on entend ça, des rumeurs de rupture de stock. Excusez-moi, je suis perturbé par le bruit qui est derrière. Je vais essayer de couper le micro d'une personne qui fait ce bruit-là. Ou je vais tous vous couper peut-être. Et je vais vous répondre et voilà.
Oups. Vous m'entendez toujours? Parfait. Donc, il y a effectivement beaucoup de rumeurs sur d'éventuelles ruptures de stock ou de pénurie. Ce sont des rumeurs qui courent toujours lors des crises comme celle-ci. Donc, je pense qu'on peut pas vraiment leur donner crédit. Les laboratoires avec qui j'ai discuté m'ont assuré qu'il y aurait du stock. Ce qui me semble quand même sage, en fait, c'est de contacter votre médecin pour avoir un 3 mois de médicaments. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, c'est juste pour supporter le fait que pour un rendez-vous avec notre neurologue, je, je- je viens de recevoir un appel téléphonique de mon neurologue pour prendre un rendez-vous téléphonique et vidéo. OK. Alors, le contact avec notre neurologue se maintient facilement avec ça. Excellent. Mais je suis content de l'apprendre et je pense que tout le monde est en train de s'adapter en fait à cette nouvelle situation, effectivement. Oui, je vous écoute. Oui, allô? Oui, Je vous écoute. OK. Moi, j'ai perdu ma fille le 25 février. Et puis, les funérailles ont eu lieu une semaine après, et puis tout de suite après la pandémie. Alors, je me sens beaucoup plus isolée que s'il y avait eu juste la pandémie, parce que je ne peux pas avoir de contact physique avec ma famille, mes amis, et puis je trouve ça très difficile. Heureusement, j'ai mon mari avec moi. Ouais. Mais pour le reste de la famille, je vois pas personne. Ben, je vois pas personne. Il y en a quelques-uns que je vois par l'Internet, mais à part ça, là, c'est une situation très difficile. Ouais, je comprends bien. Acceptez toutes mes sympathies, tout d'abord. Hein, vraiment, si vous avez été en, en contact avec beaucoup de gens et que vous n'êtes pas certain de la situation, excusez-moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de parler à la fois. Je vais juste couper vos micros et je vais vous reprendre juste après. Donc, madame, essayez de créer vraiment continuer à bâtir votre réseau social et à l'entretenir par téléphone tant que la situation le permet ou essayer de les voir, mais en vous maintenant à grande distance. J'ai une question de monsieur Séguin qui attend depuis un petit moment. Je vous écoute, monsieur. Oups. Allô? Oui, monsieur Séguin, je vous Oui. écoute. Je me demandais si on pouvait revoir le dernier tableau que Sophie a montré sur les signes qu'il faut surveiller, les différents signes physiques, psychologiques, etc. On n'a pas eu le temps de tout lire. Absolument. On va vous les mettre en ligne. Vous les OK, trouverez parfait. sur le site Internet de Parkinson Québec. On pourra également vous les envoyer par courriel. OK, parfait, merci. Je vous en prie. Peut-être on va prendre une dernière question. Ah, bonjour. Bonjour. Moi, c'est plus une question par rapport au niveau du travail. Je vous écoute. C'est sûr que moi, c'est stressant parce que je suis infirmière et j'ai une maladie de Parkinson.
Et je me demande si ils doivent me réaffecter par du télétravail ou parce que c'est vraiment une situation qui est stressante pour moi, là, comprenez? Oui, oui, Fait oui. que je me demandais si j'avais des droits par rapport à ça. Mais je sais que c'est peut-être plus une question personnelle, là. Ouais. Mais Mais je pense que c'est vraiment, oui, effectivement, une question très individuelle, mais que vous devez gérer avec votre employeur. Mais votre OK. employeur est, la loi fait que elle vous protège en tant qu'employé. Si vous considérez que la situation n'est pas sécuritaire pour vous, ben, c'est à votre employeur de vous fournir une situation sécuritaire de travail. Oui, OK. Puis, ben, dans le fond aussi, c'est d'apprendre à gérer le stress relié à tout ça. Vous avez Absolument. quand même des bons trucs, fait que je vais vous pratiquer ça. Excellent. Mais très bien. Mais Merci. merci beaucoup à vous tous. Et on va proposer de plus en plus de webinaires comme celui-ci. Envoyez-moi vos commentaires pour voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Puis si les horaires également vous conviennent, si vous préféreriez avoir ce genre de webinaire en après-midi ou dans la matinée ou en soirée, dites-le moi. Très bien, bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Puis je vois qu'il fait beau dehors quand même. Allez prendre le soleil, c'est ça aussi qui fait du bien. Vous avez une question? Ben, pas Oui, une je vous écoute. question, là. Oui. C'est pas une question. Je voudrais vous remercier tous les deux. Ah, mais ça fait plaisir. Et regardez, Excellent. Ben, écoutez, je suis content que ça vous guide. énormément. Tant mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Au revoir. Merci. Ah.